Mes chers compatriotes, nous sommes le 16 janvier 2024 et je viens de m'infliger l'épreuve consistante à écouter de bout en bout la conférence de presse que Macron a donnée. J'avoue que je me suis forcé à le faire parce que ça fait quand même un certain nombre de fois où Macron avait pris la parole et comme je ne le supporte plus, je ne le regardais plus. Mais je me suis dit quand même qu'en tant que responsable d'un parti politique et également compte tenu de la forme inhabituelle qu'il a voulu donner, un peu solennelle à cette opération, qui a été retransmise sur 6 chaînes de radio et de télévision, donc c'est vraiment pour forcer les Français à l'écouter, je me disais qu'il allait peut-être y avoir un élément d'information tout à fait novateur, et donc ça valait peut-être le coup quand même de l'écouter. Et puis je me suis dit, bon, ça fait quand même très longtemps que je ne l'ai pas écouté, je vais essayer de le faire. Et j'en tire un certain nombre de conclusions qui, malheureusement, sont accablantes pour le personnage. La première chose que je voudrais dire, c'est que Macron a voulu donner à cette réunion, à cette conférence de presse, un parfum un petit peu gaullien. On a attendu, il y avait des plans de coupe, on regardait d'où est-ce qu'il allait sortir, et puis on l'a vu apparaître précédé de son aide de camp, un petit peu comme c'était le cas de Charles de Gaulle, et de gagner sa chaise. Donc ça, c'était un peu le décorum voulu par De Gaulle. Et puis ensuite, malheureusement, la comparaison s'arrête là. Pourquoi ? D'abord, la première chose à souligner, c'est que De Gaulle parlait sans note. Il n'y avait jamais la moindre note, la moindre feuille de papier devant lui. C'est d'ailleurs ce que personnellement je m'efforce de faire lorsque je parle en public, dans des réunions publiques, ou d'ailleurs lorsque je vous parle là aujourd'hui devant vous, je n'ai pas de notes, c'est-à-dire que j'ai tout dans la tête, je sais ce que je vais dire, et je sais ce que je veux dire et le message que je veux faire passer. Alors que Macron, on l'a vu, a étalé ses notes, et d'ailleurs, à certains moments, quand on voyait qu'il était gêné, il bousculait certaines notes pour pouvoir savoir ce qu'il allait dire. Par exemple, lorsqu'il a parlé du fait qu'il allait renvoyer des armements à l'Ukraine, là, il a sorti qu'il allait avoir une centaine de bombes, des canons César, il n'était pas tout à fait sûr de lui. Pareil, lorsqu'il a été interrogé sur l'affaire Depardieu et le soutien qu'il a apporté à l'acteur, là, il avait des notes, des feuilles, des phrases très précises qui avaient dû lui être élaborées par des personnes aussi recommandables que Mimi Marchand ou Ian McKinsey, savoir comment se sortir d'un mauvais pas. Pareil également dans d'autres circonstances, où, notamment sur l'affaire des otages du Hamas, on voyait qu'il n'était pas tout à fait sûr de lui. Donc ça, c'est la première grande différence avec De Gaulle. La deuxième grande différence d'avec De Gaulle, c'est que De Gaulle s'adressait à des journalistes venus de partout. Il y avait des journalistes français, bien entendu, de tous les médias. Tous les médias étaient présents, y compris des médias qui lui étaient très hostiles, comme par exemple l'Humanité ou l'Aurore, qui était le journal très à l'extrême droite, qui défendait les pieds noirs, mais aussi la presse américaine, la presse sud-américaine, la presse africaine, moyenne-orientale, asiatique, soviétique, etc., etc. Bon. Là, pas du tout. Là, on a eu affaire à un nombre limité de journalistes qui avaient été triés sur le volet. Et on a pu voir des témoignages sur Twitter de journalistes qui ont été écartés sans autre forme de procès. Les journalistes qui donc ont été accrédités pour venir sont des journalistes qui avaient plus ou moins montré patte blanche. On devait savoir à l'Élysée que ce sont des journalistes qui ne poseraient pas de questions trop embarrassantes. Un petit poil, parfois, un petit poil irritant pour montrer qu'ils étaient libres, mais en fait, jamais de questions embarrassantes. Et d'ailleurs, aucun des sujets les plus fondamentaux n'a été abordé au cours de cette conférence de presse. J'y reviendrai tout à l'heure. On notait, par exemple, parmi les journalistes, la présence de M. Benjamin Duhamel, qui est un journaliste, très bien, mais qui se trouve être le cousin de Mme Oudéa Castéra, ministre de l'Éducation, qui est en train d'entraîner le gouvernement entier dans le mur avec ses problèmes à répétition. Sa position à la tête du ministère de l'Éducation est plus menacée que jamais, tellement les déclarations qu'elle a faites sont sottes et bêtes, et notamment le fait qu'elle ait annoncé qu'elle avait placé ses enfants dans une école privée, dans un établissement privé,
au motif qu'il y avait trop d'absence. Alors, je règle tout de suite la question. Madame Oudéa-Castéra a menti, puisque en fait, il a été révélé qu'il n'y avait jamais eu d'absence dans l'établissement où il y avait eu son fils qui avait passé 6 mois. Donc elle a menti, elle a dû s'excuser devant le corps professoral, le corps enseignant de cette école. Et puis Madame Oudéa-Castéra, eh bien, elle a tenu des propos très désobligeants, en fait, pour l'éducation nationale. Alors, Monsieur Macron a été interrogé d'ailleurs au cours de la conférence sur la question et il a astucieusement botté en touche en disant c'est le devoir de chacun a sa vie privée, les gens ont le droit de choisir, c'est formidable. Et non, Monsieur Macron. Bien sûr que les gens ont le droit de choisir, mais les gens n'ont pas le droit de choisir quand on est ministre de l'Éducation nationale. Le scandale avait déjà été énorme avec Pape Ndiaye, l'antéprédécesseur de Madame Castéra. Pape Ndiaye était ministre de l'Éducation nationale, il plaçait ses enfants dans une école privée. C'est la même chose avec Madame Oudéa-Castéra. Donc je clôture ici tout de suite ce sujet avant de repartir sur ce que je disais. Normalement, dans une république bien menée, le ministre de l'Éducation nationale doit avoir des enfants, premièrement, parce que quand on confie ça à M. Attal qui n'a pas d'enfants, ou à M. Macron qui donne des leçons sur la façon d'éduquer les enfants alors qu'il n'en a pas non plus, donc normalement le ministre de l'Éducation nationale doit avoir des enfants, et il doit les avoir fait instruire, soit à l'heure actuelle, soit lorsqu'ils étaient petits, dans tout le cursus de l'éducation nationale. Sinon, ils ne doivent pas être ministres de l'éducation nationale. C'est aussi simple que ça. Enfin, que ne dirait-on pas si, par exemple, on apprenait que le président d'Air France avait décidé de voyager, de faire voyager toute sa famille, par exemple, sur Singapore Airlines ou sur Emirates, en disant non, je les mets sur Singapore Airlines parce que moi, Air France, vous savez, c'est quand même une compagnie qui n'est pas très certaine, qui n'est pas très sûre, qui a des accidents, et puis le service à bord est dégueulasse. Bon, le type serait viré dans la minute. Donc c'est la même chose pour un ministre de l'Éducation nationale. Je ferme ici cette parenthèse, mais elle est importante. En d'autres termes, les questions qui ont été posées par les journalistes étaient des questions pas tout à fait de connivence. Il y avait un petit peu de poil à gratter pour faire genre. Mais en réalité, tous les grands sujets les plus fondamentaux, j'y reviendrai tout à l'heure, ont été laissés de côté. Donc c'est la deuxième différence avec De Gaulle. Et puis il y a une troisième différence avec De Gaulle, c'est que quand on regarde, ça fait longtemps que je n'avais pas écouté Macron, je me suis pincé, je me suis dit en fait, ce monsieur n'a toujours pas compris ce que c'est qu'être un chef d'État et être président de la République. Voilà. On avait l'impression qu'il passait le grand oral de l'ENA, où il devait jouer les singes savants et montrer qu'il connaissait des tas de choses sur des tas de sujets. Mais c'est pas le problème. Un chef d'État, ça n'est pas quelqu'un, ce n'est pas Pic de la Mirandole, comme au XVe siècle à Florence, qui était censé répondre à toutes les questions qui se posaient à l'humanité. Non, M. Macron n'est pas quelqu'un qui doit précisément répondre à des questions, savoir s'il faut passer de 50 centimes d'euros à 1 euro, le reste à payer par un patient sur une boîte de médicaments. Monsieur Macron n'est pas quelqu'un qui doit expliquer comment on fait de façon ancestrale dans le Pas-de-Calais ou dans le Nord pour évacuer lorsqu'il y a des inondations. En nous parlant de la façon de curer les ruisseaux, les rues. C'est incroyable. Il est entré dans des quantités de détails complètement délirants. Et surtout, on a l'impression qu'il prend une espèce de plaisir à se travestir, à endosser des personnalités successives. À un moment, il est ministre de la Santé, donc il entre dans des détails très approfondis sur les questions du personnel de la santé, puis etc. Puis après, il va passer au problème du logement, et puis après ça, il va passer au problème justement des inondations dans le Pas-de-Calais. Et à chaque fois, il fait son singe savant qui décrit une situation. Mais c'est pas ça être un chef d'État. Un chef d'État, c'est quelqu'un qui voit les choses de haut, qui parle peu et qui prend des décisions. Or, ce qui frappe dans tout ce qui a été dit, c'est le verbiage de M. Macron, mais constamment. Et je me suis rendu compte, en fait, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je ne le supporte plus, ce type-là? Et parce que, justement, il ne fait que assaillir ses auditeurs par des formules alambiquées, compliquées. On n'y comprend plus rien. Et on comprend en gros que tout est parfait, qu'il a un bilan extraordinaire, ce qui est complètement démenti par la réalité, et qu'il a tout sous contrôle. Alors on a des formules extraordinaires, par exemple, je me suis amusé à mettre sur papier le nombre de fois où il a dit
on va le faire, on va le programmer, on va l'intensifier, on va intensifier nos efforts. Par exemple, dans les luttes contre l'inondation, non, il n'y a pas à intensifier ces efforts, on continue les efforts. On va intensifier, on va le faire, on va le programmer, on y pense, on va le programmer. On a commencé de le faire, etc., etc. Ça a déjà été fait, on va commencer à le faire. On a fait une programmation, maintenant, il a même dit cette phrase à un moment, il a dit « Maintenant, l'heure n'est plus aux annonces, et il est au faire ». Il n'a fait que des annonces, d'ailleurs, au cours de cette réunion, de cette conférence de presse, mais il dit « Maintenant, l'heure n'est plus aux annonces, il est au faire ». Et donc, on va faire quoi? Eh bien, il va dire des formules, toujours des formules qui ne sont pas des formules de décision. Il a par exemple dit qu'on allait avoir une tenue unique, oui c'est ça, pour les élèves dans une centaine d'établissements en 2025. Et puis la généralisation de l'uniforme dans les écoles en 2026, mais à condition que ce soit une expérimentation quoi donc, ou donc finalement on n'y comprend plus rien. Il a annoncé qu'il faudrait que les personnels enseignants soient mieux rémunérés, mais il n'a pas dit du tout, voilà, ils vont être rémunérés à partir du 1er janvier ou du 1er février 2024 de 7% ou de 15%. Non, il n'a pas dit, ça reste dans le flou. Il a été interrogé, par exemple, aussi sur l'augmentation du SMIC à plusieurs reprises. Et sur le problème du niveau de vie, il a botté en touche. Il a expliqué qu'en fait, tout avait été déjà fait, que d'ailleurs c'était extraordinaire, que le niveau de vie des Français s'était considérablement amélioré, ce qui est totalement faux d'ailleurs, puisqu'il ment effrontément. On apprenait ces jours-ci, notamment par l'organisation Oxfam, qu'en France, les 4 plus grandes fortunes de France entre 2020 et 2023, c'est-à-dire sous le mandat de M. Macron, les 4 premières fortunes de France, c'est-à-dire Madame Bettencourt-Meyers, c'est l'héritière de L'Oréal, M. Bernard Arnault et puis les 2 frères Wertheimer, eh bien, ont vu leur patrimoine augmenter en l'espace de 4 ans, de 2020 à 2023, de 87%. Et on apprenait au même moment que 90% des Français, en revanche, le patrimoine de 90% des Français, pendant les mêmes 4 années, a baissé de moins 5%. Donc lorsque M. Macron dit qu'il fait des efforts extraordinaires pour les classes moyennes, pour ci, pour ça, ils ont vu leur niveau de vie augmenter, c'est faux. Il a été interrogé aussi, par exemple, sur l'augmentation du tarif de l'électricité, à plusieurs reprises. On sait que M. Le Maire, Bruno Le Maire, le romancier porno de Bercy, a annoncé hier ou avant-hier et que le coût de l'électricité allait encore augmenter de 10%, alors qu'il y a déjà beaucoup augmenté. Et donc, M. Macron a été interrogé là-dessus, et la réponse a fusé de sa part, c'est-à-dire qu'il a dit très exactement, en matière, je laisse au gouvernement le soin de répondre à votre question et de faire les annonces nécessaires. Elle a déjà été faite. Je l'ai dit, M. Le Maire a annoncé qu'il allait y avoir encore une hausse de 10%. Mais M. Macron a continué en disant « Mais je peux vous dire que le prix de l'électricité va revenir à la normalité. » Qu'est-ce que ça veut dire revenir à la normalité? Ça fait partie de ce discours ronflant. Les gens sont là en train d'écouter « Ah ben ça va revenir à la normalité », mais ça ne veut rien dire en fait. Très concrètement, le prix va encore augmenter de 10%. Voilà. Et après, il a conclu en disant « Mais si on compare avec les pays voisins, eh bien, nous avons un prix très inférieur aux pays voisins. » Mais sur cet exemple précis, on voit très bien comment Macron, en fait, bobarde et manipule les Français. La question, ça n'est pas que le prix de l'électricité en France soit moins cher qu'en Allemagne. La question, c'est que nos aïeux, nos parents, nos grands-parents, sous la houlette, et le gouvernement éclairé de Charles de Gaulle, de Georges Pompidou, du plan de centrale nucléaire de Giscard, sous la gestion particulièrement brillante de Marcel Boiteux à EDF, avait fait en sorte de transmettre aux générations futures, Dieu sait si on nous l'expliquait dans les années 70 et 80, avait fait en sorte de transmettre aux générations futures de Français le bénéfice d'avoir un outil industriel constitué de centrales nucléaires qui produiraient 80% de notre énergie nucléaire de façon
extrêmement non polluante, contrairement à ce que l'on dit, sauf les déchets qui sont effectivement difficiles mais ne produisant aucun CO2. Et puis de façon assurant l'indépendance énergétique de la France, continue et très bon marché. Voilà. Donc le problème que M. Macron a complètement passé sous la trappe, et d'ailleurs que les journalistes ne lui ont pas posé, c'est que pourquoi est-ce que la France est obligée d'augmenter son tarif de l'électricité? C'est parce que nous appartenons au marché européen de l'énergie, au marché européen de l'électricité, et que nous avons des Macron ou des antérieurs à Macron, des Hollande ou des Sarkozy, qui ont accepté des choses inacceptables, c'est-à-dire notamment d'indexer le prix de l'électricité sur le prix de l'électricité produit en Allemagne, et tout ceci à la demande des Allemands qui exigeaient que la France ne bénéficie pas de l'avantage compétitif distinctif qu'elle s'était pourtant créé à la sueur de son front. Voilà. C'est-à-dire que M. Macron a éludé le vrai sujet, le sujet le plus important. Au total, dans toute cette émission, on a vu donc Macron de façon constante enjoliver la situation. Allons croire, il y aurait eu une création d'entreprises extraordinaires, il y aurait un bilan net de création d'usines fabuleux. Ça n'est pas vrai. Le PIB industriel de la France ne représente plus que 9% du PIB de la France. La France est désindustrialisée au même niveau que la Grèce. Et il nous dit que désormais, il y a l'impératif de réindustrialisation, etc., etc. Mais en pratique, il ne s'est à peu près rien passé. C'est un mensonge. Il a d'ailleurs passé son temps à dire une chose et son contraire. Il a commencé son propos liminaire en parlant de réarmement. Réarmement de l'armée. Sauf que l'armée, elle est au 36e dessous. Je rappelle quand même que lorsqu'il a pris ses fonctions il y a 6 ans et demi, il avait commencé par limoger le général de Villiers qui demandait justement qu'on arrête de couper dans les dépenses de la défense. Donc il a contribué largement à la bérésina de notre armée. Bon. Donc maintenant qu'il ait décidé de réaugmenter les crédits au ministère de la Défense, enfin au ministère des Armées, c'est une bonne chose. Je ne vais pas dire le contraire. Mais qu'ils ne disent pas, qu'ils ne fanfaronnent pas, qu'ils ne plastronnent pas en disant que notre armée a été réarmée, justement, parce qu'on est encore très 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 loin du but. De la même façon, il a parlé d'un réarmement démographique, en disant que c'était une catastrophe, ce qui est vrai, en disant que le taux de fécondité, le taux de naissance en France était très faible, ce qui est vrai, et donc il fallait réarmer la démographie. Il a souligné que c'était un point fondamental. Tout ça est vrai. Et donc il a parlé d'avoir maintenant un congé parental qui durerait 6 mois pour les 2 parents en même temps, qui serait mieux rémunéré que le congé parental qu'il y avait auparavant et qui pouvait durer 3 ans mais qui était très mal rémunéré pour la mère. Donc il a annoncé des mesures concrètes qui d'ailleurs, encore une fois, vont très au-delà de ce qu'il devrait dire. Un chef d'État n'a pas à entrer dans tant de détails. Un chef d'État doit dire « j'ai décidé d'adopter une politique familiale pour favoriser le redressement de la natalité française qui pose problème ». Il n'a pas dit un mot sur l'un des soucis les plus importants que le sociologue et démographe Emmanuel Todd souligne à juste titre, qui est le fait que la mortalité infantile en France a augmenté de façon significative depuis plusieurs années, au point même que la mortalité infantile en France est supérieure aujourd'hui à ce qu'elle est en Russie. On nous présente la Russie comme si c'était une épouvante. En réalité, la mortalité infantile en France est supérieure à celle de la Russie. Or, Emmanuel Todd avait justement fait sensation et s'était fait connaître en 1976 lorsqu'il avait publié un essai prémonitoire qui s'appelait « La chute finale » où il prédisait l'effondrement de l'URSS à partir notamment du taux de mortalité infantile qui remontait. Aucun journaliste présent n'a posé la question à M. Macron « Si tout va aussi bien, Monsieur le Président, comment se fait-il que la mortalité infantile en France soit remontée ?» Nul doute d'ailleurs que Macron aurait botté en touche en disant « Oui, c'est un problème que nous avons prévu de retravailler. J'ai lancé d'ailleurs un programme. Nous allons le faire. On va se battre, etc. » Enfin, le truc qu'il a fait à chaque fois, c'est-à-dire qu'il noie le poisson refusant tout bilan. Ce qui est d'ailleurs assez curieux dans cette affaire de réarmement démographique,
c'est qu'il ne l'a pas dit au même moment, mais il l'a dit ultérieurement dans sa conférence de presse. Il a évoqué la constitutionnalisation de l'IVG. Alors je suis désolé, mais l'IVG n'est pas un problème dans la société française aujourd'hui. Je crois qu'on bat d'ailleurs des records d'interruption volontaire de grossesse, d'avortement. Personne pour l'instant ne le remet en cause, mais il est quand même assez extraordinaire de prétendre procéder à un réarmement démographique et en même temps procéder à l'inscription dans la Constitution du principe de l'IVG. Je signale au passage, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, que cette question d'IVG devrait quand même faire l'objet d'un grand débat public, puisque depuis 1975, il y a eu une dérive complète de la loi qui avait été voulue par Simone Veil, où à l'époque, dans les années 74-75, les débats qu'il y avait eu à l'Assemblée nationale voulaient faire en sorte qu'il n'y ait plus d'avortements clandestins qui menaient parfois au péril de la vie des mères, mais tout avait été fait pour que ces avortements les avortements soient très limités en nombre, en proposant à la mère tout un dispositif de soutien, en rappelant qu'une mère enceinte peut toujours donner son enfant à l'assistance publique et le faire adopter par d'ailleurs beaucoup de couples infertiles. Macron a d'ailleurs souligné la question des couples infertiles en France, il a eu raison de le faire. Mais donc, il y avait à l'époque un dispositif du temps de la loi de Simone Veil qui visait à restreindre considérablement le champ de l'application de cette loi sur l'IVG. Maintenant, c'est devenu un IVG quasiment comment dirais-je, de confort. Il n'y a plus quasiment aucune contrainte. C'est accordé systématiquement. Voilà. Il ne faut pas d'ailleurs s'étonner dans ces conditions, qu'il y ait un attrait extraordinaire de l'immigration. Ça, c'est un débat qui est totalement interdit en France, personne ne veut le voir. Mais de 1975 à 2024, on peut estimer qu'il y a eu, avec 220 à 250 000 IVG par an, à peu près 9 à 10 millions de naissances en moins en France. Et comme par hasard, il y a eu 9 à 10 millions d'immigrés en plus en France. C'est d'ailleurs quand on revient au débat qu'il y avait eu à l'époque de la loi de Simone Veil, il y avait eu des députés, notamment du parti gaulliste du RPR, qui avaient attiré l'attention en disant « si on fait une loi qui permet l'IVG et qui permet en fait de faire perdre des dizaines de milliers de naissances en France, ça se traduira nécessairement par une augmentation de l'immigration. Nous y sommes. » Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que M. Macron ne voit pas l'inconséquence qu'il y a entre dire qu'il va lutter contre l'immigration clandestine, vouloir constitutionnaliser l'IVG et regretter que la natalité française s'effondre, d'autant plus que l'on a appris ces jours-ci que la natalité en France qui s'est effondrée est très différenciée selon que l'on a affaire à des Français de souche qui ne font plus d'enfants ou à des enfants issus de l'immigration. À propos d'immigration d'ailleurs, M. Macron s'est attaqué au Rassemblement national et il était très intéressant de voir ce qui s'est passé à cette occasion. C'est que on voit bien le jeu de complicité extraordinaire qu'il y a entre Macron et le Rassemblement national. Parce que la question a été posée, je crois d'ailleurs justement par M. Benjamin Duhamel, sur le fait que malgré tout ce qu'il disait, les partis d'extrême droite augmentaient leur score dans tous les pays d'Europe et en particulier en France, et comment il voyait les choses. Et que Mme Le Pen avait déjà prétendu se voyait déjà installée à l'Élysée à la place de Macron, et elle a déjà annoncé d'ailleurs qu'elle nommerait M. Bardella, qui a aujourd'hui 28 ans et qui en aura 31 dans 3 ans, et comme Premier ministre à la place de monsieur Attal. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une espèce de course-poursuite à qui aura le Premier ministre le plus jeune. À en croire Madame Le Pen, en 2027, on aurait un Premier ministre de 31 ans. Ça veut dire que moi, personnellement, si je me présente en 2027, il va falloir que je présente sans doute aux électeurs l'idée que moi, si je nommais un Premier ministre, j'aurais un Premier ministre qui aura 7 ans et demi, ça sera quand même encore plus chic, encore plus moderne. Trêve de plaisanterie. En réalité, M. Macron a voulu, de façon factice, montrer l'opposition qu'il y avait entre le RN qu'il combat, et lui qui serait l'incarnation de la sagesse. Alors déjà, le RN qu'il combat, ça fait quand même doucement rigoler, puisque je rappelle
qu'à l'Assemblée nationale, il y a des membres du RN, Sébastien Chenu, pour ne pas le citer, vice-président de l'Assemblée nationale, par la grâce de LREM, de Renaissance ou de la République en marche. C'est-à-dire que les macronistes se sont très bien entendus pour accorder au Rassemblement national des prébendes parmi les cadres dirigeants de l'Assemblée nationale. Sujet évidemment qu'il ne faut pas aborder. Je rappelle aussi d'ailleurs que la loi immigration a été promue, a été votée à la fois par le Rassemblement national et par des membres de En Marche sur un sujet comme l'immigration. Donc on voit bien que les indignations de M. Macron face au Rassemblement national, il faudrait se pincer le nez, tout ça c'est du sketch, puisqu'en fait ils s'entendent très bien comme la roue en foire, ils vont tous picoler ou boire à la buvette de l'Assemblée nationale dans le dos des Français. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Macron a délibérément expliqué que le Rassemblement national, que Mme Le Pen, il y a en 2017, proposait de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Ce qui est faux. Et aucun journaliste ne l'a relevé. Et les gens qui ne me croient pas, allez revoir les professions de foi de Mme Le Pen en 2017. Certes, il y avait ici ou là tel ou tel de ses collaborateurs qui pouvaient dire qu'ils envisageaient de sortir de l'Union européenne, de l'euro, que peut-être ils feraient un référendum à la fin du quinquennat pour sortir de l'Union européenne et de l'euro, mais jamais il n'avait été mentionné dans le programme de Mme Le Pen comme point fondamental la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Celui qui avait fait ça, c'était moi. Moi et moi seul, en 2017, parmi les candidats de l'élection présidentielle. Et donc, M. Macron a continué à accréditer, comme un certain nombre de journalistes, l'idée fallacieuse selon laquelle le Rassemblement national voulait faire ça, et puis ensuite que finalement ils auraient changé de point de vue, c'est ce qu'a dit Macron, et que maintenant ils diraient qu'ils sont pour le maintien dans l'Union européenne et dans l'euro, mais, dit-il, les extrémistes de droite comme les extrémistes de gauche, et là ils visent Mélenchon, ils disent qu'en fait ils veulent y rester, mais ils ne respecteront pas les règles. Et donc il y voit une trace d'extrémisme. C'est ce qu'il dit. Il n'a pas tout à fait tort, mais là où il devrait aller plus loin dans l'analyse, c'est qu'il devrait dire que tout ça le fait rigoler, parce que c'est exactement la même situation que Mme Mélanie. Mme Le Pen ou M. Mélenchon seraient des Mélanie 2.0. Donc en fait, M. Macron fait semblant d'avoir peur du Rassemblement national. Donc dans l'objectif final, c'est que les Français qui l'écoutent et qui ne peuvent plus sentir Macron se disent « Eh bien, je vais voter pour le Rassemblement national pour le faire chier ». Sauf que justement, ça ne le fait pas chier. La seule chose qui ferait chier Macron, ce serait que les Français ne votent pas pour le RN ou pour Zemmour, Madame Marion Maréchal ou pour Mélenchon. Ce qui ferait vraiment chier Macron, ce serait que les Français votent pour l'UPR. Parce que nous voulons, nous l'annonçons depuis 17 ans, sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous sommes hors système alors que Madame Le Pen, M. Bardella, Mme Marion Maréchal, M. Zemmour, M. Mélenchon sont dans le système puisqu'ils veulent rester dans l'Union européenne et dans l'euro. À ce propos, d'ailleurs, M. Macron ensuite a fustigé le Rassemblement national en disant que le Rassemblement national voulait, était très très méchant vis-à-vis des immigrés et que lui-même, en revanche, avait bien mesuré le problème et donc il voulait lutter, il l'a dit, lutter contre l'immigration clandestine. Ce qui est très extraordinaire, c'est que là on retrouve encore une complicité, une parfaite collusion entre Bardella, Marion Maréchal, Le Pen, Zemmour et Macron pour faire croire aux Français que la question de l'immigration se limiterait à la question de l'immigration clandestine. Je l'ai expliqué et réexpliqué, et je renvoie les personnes qui m'écoutent à ma vidéo où je donne la parole à Mme Ylva Johansson, la commissaire européenne de nationalité suédoise chargée des affaires intérieures, qui a expliqué, qui a dévoilé récemment le poteau rose, sur les 3,8 millions de personnes, de migrants qui sont venus s'installer en Union européenne en 2022, il y en a 3 500 000 qui sont venus
au titre légal. C'est-à-dire qu'ils ont eu, de la part des 27 États membres, un titre de séjour légal. Et l'immigration clandestine ne correspond qu'à 350 000 personnes, c'est-à-dire 10% supplémentaires. Et Mme Ylva Johansson a expliqué récemment encore que l'objectif était de passer à peu près 4 millions de migrants venant s'installer dans l'Union européenne de façon parfaitement légale et de lutter contre l'immigration clandestine. Donc les personnes, les Français qui ne voient pas très clair dans ce tour de micmac, dans cette manipulation, quand ils écoutent Macron, ils se disent que Macron va lutter contre l'immigration clandestine avec l'Union européenne, et quand ils écoutent Bardella, ils pensent que Bardella, c'est lui qui va imposer justement de lutter contre l'immigration clandestine. Il a d'ailleurs fait une déclaration pendant ses vœux, le sieur Bardella, en disant que les élections européennes seraient un référendum pour ou contre la submersion migratoire. C'est d'une hypocrisie et d'une fausseté extraordinaire. J'ai vu que M. Sulzer, qui est le journaliste politique du Parisien, expliquait ça en disant, de façon très politicienne, en disant que c'était une pierre lancée dans le jardin de Marion Maréchal pour montrer que Bardella s'occupait de l'immigration, etc. Mais enfin, c'est pas ça que devrait dire un journaliste politique d'investigation, un journaliste politique qui serait là pour prévenir les Français de la réalité de la situation. Un vrai journaliste politique devrait dire que M. Bardella, comme Mme Marion Maréchal, comme Mme Le Pen ou M. Zemmour, qui expliquent qu'ils veulent de toute façon rester dans l'Union européenne, eh bien, ils ne disent jamais un mot sur ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que le très gros de l'immigration venant s'installer en Union européenne et donc ensuite par la magie des accords de Schengen et donc la libre circulation à l'intérieur des États venant potentiellement s'installer en France, eh bien que le gros 90%, c'est de l'immigration légale. Il est extraordinaire quand on y réfléchit, compte tenu de la gravité de ce sujet, compte tenu du fait que ce sujet est au cœur des passions d'un grand nombre de Français, des millions de Français. Il est extraordinaire qu'il y ait cette collusion entre les différents responsables politiques qui font semblant de se combattre et les journalistes. Il n'y a pas eu un journaliste qui a posé la question à Macron. Monsieur Macron, vous nous dites que vous luttez contre l'immigration clandestine, mais l'immigration clandestine ne représente que 10% des migrants légaux venant s'installer chaque année en Union européenne. Le problème, monsieur Macron, c'est le problème de la migration légale, qui est fixé justement par le pacte migration d'ailleurs de l'Union européenne et qui vise à faire s'installer en Union européenne 3,8 à 4 millions de migrants nouveaux. Il y a donc une parfaite collusion dans tout ce petit monde et qui tombent tous d'accord sur une chose, on ne parle jamais des migrants légaux et on ne donne jamais la parole à François Asselineau ni à l'UPR. Il a eu des phrases, par exemple, pour parler des problèmes de logement des personnels de santé, des phrases en figurique, du style « on a eu un vrai travail de terrain, on a engagé un véritable travail de terrain pour repérer les solutions de logement que l'on va pouvoir proposer au personnel que l'on va accompagner ». Enfin, voilà. Les gens ferment les écoutilles, on n'en peut plus d'entendre ce genre de méli-mélo avec des yakas, faucons, on va le faire, c'est en cours, c'est bientôt, ça va pas tarder, on est en train de faire en plein accord, en accompagnement, etc., etc. Il n'y a jamais rien qui tienne la route en définitive. En attendant, il a parlé des problèmes de logement. Il est allé jusqu'à dire qu'il y avait des difficultés de logement, il a parlé des taux d'intérêt sur les logements. Il a également évoqué le problème des transports. Alors, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il a dit que c'était des priorités du gouvernement, sauf que, pas de bol, il a oublié de nommer un ministre des Transports et il a oublié de nommer un ministre des Logements. Alors, semble-t-il qu'il va y avoir une ressucée dans quelques jours. Il va y avoir, semble-t-il, des ministres délégués qui vont être nommés. Donc, si les ministres délégués sont nommés dans quelques jours, ça permettra de combler les manques, mais du coup, ça ruinera le narratif qu'il a essayé de mettre en avant en disant que c'était un gouvernement resserré. C'est un gouvernement qui n'est pas resserré, c'est un gouvernement qui est partiel, c'est un premier épisode, si l'on peut dire. Tout ça, c'est de la manipulation. Voilà. Donc, il n'a pas parlé de ça. Au passage, il n'y a pas non plus
de ministre de l'Outre-mer, il n'y a pas non plus de ministre de la transition écologique, énergétique. Il y a d'ailleurs une journaliste un peu écolo sur les bords qui lui a posé des questions sur ce sujet. Donc en fait, le gouvernement, c'est un fromage de gruyère avec des trous très importants. Un fromage de gruyère d'ailleurs qui montre des problèmes de casting énormes. Personne ne l'a interrogé, par exemple. Il y a eu des questions qui ont porté sur Madame Oudéa-Castéra parce que le sujet est brûlant, mais il n'y a pas eu de questions considérables qui ont été posées, il n'y en a même eu aucune, sur la personnalité de Monsieur Séjourné, qui, depuis qu'il est arrivé au poste du Quai d'Orsay, a montré qu'il est totalement dépassé par les événements. Il est complètement incompétent, il ne sait même pas parler le français, il a une syntaxe des plus défaillantes, c'est incroyable. Il est nul, en fait. Je crois qu'il a le bac. C'est très bien d'avoir le bac. Enfin, le bac et ne pas savoir parler le français, n'avoir aucune connaissance ni des relations internationales, ni des cultures des civilisations étrangères, ni de l'histoire, etc. Il est nommé pourquoi, en fait? Alors, on a vu d'ailleurs aujourd'hui le magazine Gala lancer un contre-feu probablement concoctés par toujours les mêmes, là, les officines, Mimimati ou McKinsey ou je ne sais pas quoi, et qui ont inventé, ont découvert un truc. C'est que la prestation, ce qu'a fait M. Séjourné à Kiev était tellement épouvantable, avec des fautes vraiment de syntaxe française inimaginables. En plus, il présente pas très bien, c'est pas de sa faute, mais il est plutôt chétif, il était mal fagoté, etc. Il mesure 40 cm de moins que les autorités qui le reçoivent et il baragouine un français de bazar. Il paraît-il qu'il parle mieux l'espagnol. Alors, il y a eu un contre-feu qui a été lancé aujourd'hui en disant « Mais c'est scandaleux de le critiquer, c'est vrai qu'il parle mal le français, mais c'est en fait parce qu'il est dyslexique. » Alors on a vu sur Internet, ce 16 janvier 2024, toute une série de trolls se répandre avec une position dite victimaire. Vous savez, c'est se victimiser. Comment pouvez-vous attaquer le ministre des Affaires étrangères? Dans sa jeunesse, il était dyslexique, etc. Vous n'avez rien à dire, c'est une honte. Alors là, non, ça va bien, ce système de discours victimaire. D'abord, il y a des gens qui sont dyslexiques, ça ne les empêche pas de parler très bien le français. On en a des quantités astronomiques de gens qui ont pu ou qui peuvent avoir des difficultés dans la lecture et d'être dyslexiques, qui n'empêchent pas de parler parfaitement le français, de connaître parfaitement les civilisations étrangères. Deuxièmement, le problème qui se pose, c'est qu'un ministre des Affaires étrangères, c'est justement quelqu'un qui doit avoir une diction parfaite puisqu'il est amené à prendre la parole systématiquement un peu partout à travers le monde, y compris par exemple aux Nations Unies, y compris devant des diplomates du monde entier. Il y a beaucoup de diplomates dans le monde entier qui parlent très bien le français. Donc si le ministre français des Affaires étrangères baragouine le français, ça le fait pas, comme on dit maintenant. Voilà. Et puis, il y a quand même un point fondamental. C'est que quand même, si monsieur Séjourné ne sait pas parler le français, s'il ne connaît rien aux relations internationales, il fallait pas le nommer ministre des Affaires étrangères. Personne n'est obligé d'être nommé ministre des Affaires étrangères. C'est comme Madame Oudéa-Castéra, elle a certainement le droit de mettre ses enfants dans un établissement privé, encore que l'on a appris aujourd'hui que l'établissement privé en question reçoit des tombereaux de subventions, notamment de la région et de Madame Pécresse. Donc tout ça n'est quand même très, très malsain. Mais Madame Oudéa-Castéra a parfaitement le droit de mettre ses enfants en scolarité dans un établissement privé. Tout le monde est d'accord. Mais pas pour devenir ministre de l'Éducation nationale. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est comme si on avait le président d'Air France qui disait écoutez, moi, ma famille et moi-même, on fait tout on évite absolument de prendre Air France parce que c'est une compagnie qui a des accidents, qui est mal entretenue, le service à bord n'est pas bon. Nous, on prend les Emirates ou Singapore Airlines. C'est la même chose pour le ministre des Affaires étrangères. Personne n'est obligé d'être ministre français des Affaires étrangères. Il y a eu une erreur de casting absolument phénoménale. On peut pas dire, on va pas dire aux Français, oui, le ministre français des Affaires étrangères parle un français extrêmement défaillant, mais vous comprenez, c'est parce qu'il a eu des problèmes dans sa jeunesse, il parle mieux l'espagnol, mais on s'en fiche. Il est tout simplement inapte à la fonction. Sinon, alors c'est comme si on nommait, toujours pour poursuivre mes métaphores aéronautiques,
C'est comme si on décidait, si Air France décidait de nommer comme pilote d'un Airbus A350 ou un Boeing 757, de nommer un pilote et un copilote qui seraient malentendants et qui auraient des problèmes de vision, voire qui seraient malvoyants. Ben, il y a un problème de compétence. On ne va pas nommer quelqu'un pour piloter un avion qui est incapable de piloter un avion. Donc c'est de la même façon qu'il y a ça. Alors ça pose un problème d'ailleurs qui a été éludé. Aucun des journalistes présents n'a dit « Écoutez, excusez-nous, mais votre nouveau ministre des Affaires étrangères fait rigoler la planète entière. » Parce que tout ça s'est répandu, évidemment, dans le monde entier, sur le thème en plus que c'était un ancien compagnon du Premier ministre, ce qui fait scandale et ce qui fait rigoler. Non pas d'ailleurs pour une question d'homosexualité, on n'en est plus là. C'est pas le problème qu'il y ait hétérosexualité ou homosexualité, c'est tout simplement le problème que le Premier ministre ait nommé son conjoint. Alors paraît-il qu'ils se sont quittés, voilà, il y a quelques mois. Ça n'y était pas précisé d'ailleurs dans la notice Wikipédia il y a encore une semaine. Mais on n'imagine pas, par exemple, je ne sais pas, c'est comme si on avait eu M. Sarkozy, président de la République, qui nommait Carla Bruni aux affaires étrangères. Enfin, il y aurait un petit problème quand même. Voilà, donc ça n'est pas une question de sexualité, c'est une question tout simplement de népotisme. C'est-à-dire que monsieur Séjourné a été placé à cette position tout à fait éminente. C'est normalement un des 2, 3 ou 4e ministres les plus importants de la République, pas seulement en France, d'avoir nommé une nullité uniquement par népotisme. C'est ça le problème. Alors d'ailleurs, cette remarque, comme celle concernant Mme Oudéa Castéra, qui est une milliardaire, on ne peut pas lui reprocher, mais quand même, elle est mariée avec Frédéric Oudéa, qui est un ancien membre de l'Inspection générale des finances, que j'ai souvent cité parce que c'était un camarade de l'inspection, qui gagnait, je crois, d'après le magazine Challenge, il y a déjà une dizaine d'années, 280 000 ou 290 000 euros par mois, sans compter les stock options. Elle était son épouse, donc des gens extrêmement fortunés. Elle a d'ailleurs elle-même été à la tête de la Fédération française de tennis, où elle s'est servie des rémunérations absolument scandaleuses, qui d'ailleurs ont fait scandale, absolument scandaleuses, de l'ordre de 500 000 euros par an, c'est-à-dire 50 000 euros par mois, à la tête d'une fédération de tennis. C'est honteux, alors que son mari gagnait déjà 280 000 euros par mois. Donc il faut voir ce que représente Mme Oudéa Castéra, femme d'un milliardaire. Elle est son oncle Alain Duhamel, son cousin Benjamin Duhamel, une cousine ou une tante, je ne sais plus, Nathalie Saint-Cric. Enfin, elle est dans le monde des médias, dans le monde des milliardaires, etc. Elle place ses enfants dans une institution huppée privée et elle est nommée à la tête de l'éducation nationale. Enfin, c'est une erreur de casting, comme on dit maintenant, phénoménale. Phénoménale. De la même façon qu'il faut être dingue pour nommer M. Séjourné à la tête du Quai d'Orsay, il faut vraiment avoir une case en moins pour nommer Mme Oudéa Castéra à la tête de l'Éducation nationale. L'Éducation nationale nécessiterait d'avoir un ministre ou une ministre ayant des enfants, plusieurs enfants, qui soient scolarisés justement dans un établissement de l'éducation nationale. Et elle serait donc partie prenante. Elle aurait à cœur d'améliorer la structure dont elle est la patronne plutôt que de la dénigrer. D'ailleurs, les erreurs de casting, on n'en parle même plus dans les gouvernements Macron. Je signale, personne n'en a trop parlé, c'est l'évacuation en urgence de Mme Firmin Lebaudot. Vous savez que Mme Firmin Lebaudot, pharmacienne du Havre de son État, proche, si j'ai bien compris, de M. Édouard Philippe, eh bien Mme Firmin Lebaudot avait été promue ministre de la Santé, justement, le 20 décembre dernier. Et puis on s'est aperçu dans les jours suivants qu'en fait elle était tellement corrompue que lorsqu'elle se déplaçait, ça tintinabulait de montres de grand luxe que lui avait offert le laboratoire Urgo. Elle avait des, je sais plus, 5, 6 ou une dizaine de montres qui valaient des milliers d'euros chacune. Elle avait eu des cadeaux à n'en plus finir. Enfin, c'est incroyable. Donc, elle a été aussitôt, elle a été nommée le 20 décembre, elle a été remerciée le 10 janvier. C'est quand même là aussi le signe que quelque chose ne va pas dans la sélection des ministres, que c'est au doigt mouillé ou tout simplement du népotisme. Voilà. Il va y avoir des problèmes. Il y a déjà des problèmes avec Mme Oudéa Castéra.
Le corps enseignant est vent debout parce qu'elle les a insultés. À mon avis, M. Macron, ce soir, a confirmé qu'il maintenait son soutien à Mme Oudéa-Castéra. À mon avis, s'il a bien tort, parce que je pense que ça va mal se terminer, ce genre de choses. Et puis, ce que je pense, c'est que maintenant, les syndicats, l'opinion publique, a goûté l'odeur du sang, et donc ils vont essayer de se faire Mme Oudéa-Castéra jusqu'à la démission. Elle est d'ailleurs allée présenter ses excuses pour avoir insulté le personnel de l'école où elle avait mis son fils, et elle a été accueillie par des huées extraordinaires. C'est tout juste, il n'a pas fallu qu'elle reparte en catastrophe. C'est quand même très très mal parti. C'est pareil d'ailleurs pour le ministre des Affaires étrangères. On a appris, là il n'a pas été question de lui, d'ailleurs je ne l'ai pas vu parmi les ministres présents, et peut-être boudait-il, mais je n'ai pas vu M. Darmanin. Il y avait des ministres qui n'étaient pas là, M. Béchu. M. Béchu, c'est celui qui a les cheveux comme ça. Madame qui s'occupe de transition, de je ne sais pas quoi, d'écologie. M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur, je ne l'ai pas vu parmi les gens qui étaient là. Et il a annoncé d'ailleurs, M. Darmanin, il a laissé entendre qu'après les Jeux Olympiques, c'est-à-dire au mois d'août prochain, il tirerait sa révérence et il quitterait le gouvernement. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, il n'a pas avalé le fait de s'être fait voler la vedette par le jeune Attal comme Premier ministre, et donc il va entrer dans une espèce de semi-opposition. Il va faire partie de ceux qui vont tout faire pour mettre des pots de banane sous les souliers de M. Attal. Voilà, on a vu Madame Rachida Dati qui était là, auquel le président de la République a rendu un hommage assez appuyé. Elle avait le visage crispé, comme d'ailleurs tous les ministres. Moi, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez regardé cette émission, j'ai vu que beaucoup de ministres, en fait, riaient jaune. En fait, ils donnaient l'impression de s'emmerder, comme tout le monde. Voilà. Ils étaient un peu submergés par cette espèce de logorée de Macron qui coule, et dont il ressort finalement pas grand-chose. Parce qu'au bout du compte, au cours de ces 2h30, qu'est-ce qu'il en est résulté? Pas grand-chose. Si ce n'est que les instituteurs auront peut-être une amélioration de leurs revenus à la Saint-Glinglin, si ce n'est qu'on va peut-être mettre progressivement sur pied l'uniforme dans les collèges. Il y a eu des annonces assez incroyables. Il prend appui, M. Macron, sur le fait que le niveau des élèves français est en chute libre d'après les comparaisons internationales. Eh bien, il nous a annoncé quoi? Il a annoncé que désormais, il allait falloir suivre des cours de théâtre. Non, ça va pas, ça va pas la tête. On a des élèves qui n'arrivent pas à lire et à écrire en français et qui ne savent plus compter. Il y a des problèmes de compte. Ils ne savent même pas, ils ne connaissent ni l'histoire ni la géographie. Et M. Macron veut leur dire, c'est ce qu'il a annoncé, qu'il y ait des cours de théâtre, et puis par ailleurs également de l'histoire de l'art. Alors moi j'adore l'histoire de l'art, j'aime beaucoup le théâtre. Mais enfin il y a un temps pour tout, comme on dit dans l'Ecclésiaste. C'est pas avec des enfants qui ont 9 ans, 10 ans, 12 ans, ou des adolescents qui ont 12 ans, 13 ans, 15 ans. La priorité, c'est pas de leur donner des cours de théâtre ou de leur donner des cours sur l'histoire de l'art, leur apprendre qui était Michel-Ange, Raphaël, Bernin, ce qu'a apporté Caravage et l'art baroque, et puis ensuite les impressionnistes. Enfin, c'est des choses tout à fait intéressantes, mais ça vient après l'essentiel. L'essentiel étant d'ailleurs la question d'histoire. Là, il a eu, de ce point de vue-là, il a parfois des éclairs, donc il a raison de parler de l'histoire. J'ai vu qu'il veut renforcer l'éducation civique, et à une question très précise qui lui a été proposée, il a apporté pour une fois une réponse précise en disant qu'il souhaitait que l'on enseigne et que tous les petits Français apprennent la Marseillaise. Ça serait rien que normal. Moi, quand j'étais enfant, eh bien, quand j'étais à l'école, on apprenait à réciter la Marseillaise, du moins le premier couplet que normalement tout Français devrait connaître, puisque c'est notre hymne national. Mais sur ces questions d'histoire, il a biaisé, il a éludé l'essentiel. Il a été interpellé par Laurence Ferrari, qui lui a dit le problème de l'histoire, etc. Vous parlez de chanter la Marseillaise, mais les enfants ne connaissent même pas l'histoire de France. Et alors, elle a cité 3 trucs qui m'ont un peu fait tomber. J'ai cru mal entendre. Elle a dit les enfants, une majorité d'enfants ne connaissent pas la Révolution française, 1789, ça ne leur dit rien, mais non plus la Shoah, et non plus, elles ne connaissent pas non plus
La rafle du Veldiv. Alors, ça va bien, faut quand même pas exagérer. L'histoire de France, c'est quand même pas 1789, la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et la rafle du Veldiv, les deux derniers sujets étant d'ailleurs voisins l'un de l'autre. Je ne dis pas, bien entendu, et bien sûr qu'il faut apprendre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, y compris, bien sûr, la persécution génocidaire des nazis contre les Juifs. Je suis d'accord, bien sûr. D'ailleurs, qui n'était pas uniquement contre les Juifs. Il y avait aussi contre les communistes, contre les Slaves, contre les Soviétiques, contre les homosexuels, contre les Gitans, etc. Donc il y avait une persécution des nazis. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on en apprenne ça. Mais que l'on n'apprenne pas ça à des enfants qui ont 5 ans ou 6 ans ou 7 ans. Ça se passe en classe de première ou de terminale. Là, il faut en revenir, et ce que Macron n'a pas dit, il faut en revenir à une histoire événementielle et chronologique. Il faut arrêter le démembrement de l'histoire de France qui a été opéré de façon vicieuse et pernicieuse, de façon délibérée, en faisant une histoire par grande thématique. Je ne dis pas que c'est évidemment intéressant, des grandes thématiques. Par exemple, ils vont évoquer l'apparition de l'industrialisation en Angleterre, en France, en Allemagne au XIXe siècle. Ou bien les phénomènes révolutionnaires en Europe en 1848. Ou bien le phénomène de la colonisation au XVIIe siècle dans les grandes puissances européennes. Tout ça, je suis d'accord que ce sont des sujets intéressants. Mais ce sont des sujets... Pour des adultes ou pour des jeunes adultes, ce sont en fait des sujets de thèse. Avec des enfants, le b.a.-ba avec des enfants, c'est qu'ils aient l'esprit clair. J'ai fait une vidéo qui s'appelle l'Histoire de France, qui a un succès qui ne s'est pas démenti depuis plus de 15 ans, parce que je rappelle aux gens l'histoire chronologique. Alors certains reprochent que parfois... ce sont des images d'Épinal, ça verse parfois dans ce que certains appellent le roman national, etc. Mais tous les peuples ont besoin d'avoir une histoire nationale. Tous les peuples l'apprennent. Le problème numéro 1 de la France, c'est que l'on n'apprend plus aux petits-enfants, quelle que soit leur origine, à connaître l'histoire de France dans sa chronologie. Normalement, les enfants devraient, quand ils arrivent au brevet, connaître les Gaulois, l'époque gallo-romaine, puis Clovis, puis le Moyen-Âge avec Charlemagne, et puis ensuite les premiers Capétiens, puis la guerre de Cent Ans, puis l'épisode de Jeanne d'Arc, puis les Valois, les rois des Valois, puis les guerres de religion avec la montée du protestantisme, puis l'arrivée des Bourbons avec Henri IV, puis le grand siècle avec Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, puis la Révolution, puis le Consulat, Napoléon et l'Empire, puis la Restauration, puis... Enfin bon, ce que tout le monde sait, quoi. Enfin, tout le monde devrait savoir. Hein, la première République, la Restauration, le Consulat, l'Empire, la Restauration, puis Louis-Philippe, puis la Deuxième République, puis le coup d'État, Napoléon III, puis la fin du Second Empire, la Commune de Paris, l'avènement de la Troisième République, et puis la fin de la Troisième République avec l'État de Vichy. Et c'est à cette occasion qu'il faudrait effectivement parler, par exemple, de la Seconde Guerre mondiale et donc de la persécution qui a été entreprise contre les Juifs, mais aussi contre un certain nombre de minorités ou de majorités, comme les Slaves, par les nazis. Et puis, éventuellement, la Cinquième République, tout en s'arrêtant quand même à une distance respectable, puisqu'il y avait une grande tradition républicaine. Pour ne pas donner l'impression de faire de la propagande politique, c'était que, quand j'étais jeune, eh bien, on s'arrêtait à peu près à la Seconde Guerre mondiale. On ne parlait pas de la Quatrième République et pas du tout de la Cinquième République, parce que c'était des faits contemporains. Actuellement, malheureusement, nous avons une histoire qui prône ce qui va jusqu'à la construction européenne et jusqu'au traité de Maastricht, et qui non seulement va jusque-là, mais explique aux enfants des écoles que c'est absolument formidable, la construction européenne. Alors ça, ce n'est plus de l'histoire, ça, c'est de la propagande. Monsieur Macron, d'ailleurs, à plusieurs reprises, a donné l'impression d'être quand même un peu dépassé par l'évolution sociétale. Il a expliqué qu'il voyait dans toute l'Europe monter en puissance des mouvements qu'il juge extrémistes. Mais il ne s'est pas posé la question du pourquoi.
De la même façon, il explique qu'il faut de redévelopper, il faut donner, comment dirais-je, mieux encadrer les familles, améliorer le statut des enseignants, mettre un uniforme aux élèves. Il a raison sur ces différents points. Mais il y a quelque chose, il passe à côté duquel il passe. L'effondrement de la capacité des jeunes Français en matière éducative, que ce soit en maths, que ce soit en histoire, etc., ne se voit pas qu'en France. Elle se note dans tous les pays du monde occidental, et notamment en Europe. Et donc M. Macron n'a pas été interrogé là-dessus. Il n'a jamais, au grand jamais, évoqué l'impact de la construction européenne, l'impact de la perte de souveraineté sur le mal de vivre des Français et des peuples d'Europe. Il a stigmatisé le fait qu'il y avait des inquiétudes sur l'identité. Mais quelle est l'origine du problème ? De la même façon qu'il a dit qu'il voulait relancer la démocratie, il a d'ailleurs assuré il a dit beaucoup a été fait, nous avons beaucoup avancé sur la démocratie. Il a même cité les conventions citoyennes. Mais de qui se moque-t-il ? Les conventions citoyennes, tout le monde sait que ça a été du pipeau, comme le grand rendez-vous de Saint-Denis, comme le grand débat, comme le Conseil national de la refondation, d'ailleurs dont il n'a pas beaucoup parlé, c'est le moins que l'on puisse dire, comme les cahiers de doléances qui ont été mis au panier avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que tous ces échecs en matière de démocratie, il n'en a pas parlé. Mais d'où viennent ces échecs ? Pourquoi y a-t-il ce sentiment dans la population qu'il n'y a plus de démocratie ? Parce que tous les choix stratégiques sont décidés à Bruxelles sur la foi des traités européens, traités de l'Union européenne et traités sur le fonctionnement de l'Union européenne, à Francfort par la Banque centrale européenne pour la gestion de l'euro, à Washington pour la gestion de l'OTAN. Et de surcroît, avec la Cour européenne des droits de l'homme qui fixe des principes, notamment sur les questions migratoires ou sur les questions de relations avec les expulsions, etc. Macron a fait silence sur l'Union européenne. Il a dit simplement que les élections européennes allaient être l'occasion d'avoir un vrai débat. Mais moi, je le prends au mot, monsieur Macron. Ayons un vrai débat sur les élections européennes. Invitez-moi. Invitez-moi avec, par exemple, que je puisse débattre avec M. Glucksmann, qui représentera le Parti socialiste et qui fait actuellement l'objet d'une promotion extraordinaire dans tous les médias, avec des sondages flatteurs à l'appui, alors que tout le monde sait dans le petit landerneau que M. Glucksmann est un agent très très proche des intérêts américains. Il a été pendant des années le collaborateur très proche du président géorgien Saakashvili, qui était l'homme des Américains. Donc M. Glucksmann, en fait, c'est un agent d'influence. Bon, je suis prêt à débattre avec lui devant la télévision. Je suis prêt à débattre avec celui qui sera à la tête de liste de Renaissance. On ne sait pas qui c'est, puisque maintenant, M. Séjourné, qui devait être le titulaire, en fait, maintenant, il est le brillant ministre des Affaires étrangères dont j'ai parlé. Mais je veux bien débattre avec lui. Je ne demande qu'une chose, c'est à débattre avec M. Bardella également. Ou bien également à débattre avec M. Desfontaines, le jeune qui représente le Parti communiste français. Je suis prêt à débattre avec tous ces gens-là pour débattre sur le fond, sur les intérêts et les inconvénients de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Monsieur Macron a fait comme si le Rassemblement national avait été pour le Frexit en 2017, ce qui est faux, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, et il a fait comme si les résultats du Brexit étaient tellement calamiteux que maintenant le Front National, le Rassemblement national, n'osait plus vouloir le Frexit, mais proposait simplement de désobéir aux traités européens. Là aussi, M. Macron a menti. Le bilan du Brexit n'est pas du tout aussi calamiteux que veut le faire croire le journal Le Guardian. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur le sujet. Le journal Le Guardian, qui est un journal britannique anti-Brexit et qui, tous les 6 mois, nous sort un sondage bidon pour expliquer que les Britanniques se mordent les doigts d'avoir fait le Brexit, alors même que quand on compare terme à terme les grandes données macroéconomiques, le Royaume-Uni, ça n'est pas mirobolant, mais s'en sort mieux et nettement mieux que la France.
D'ailleurs, de façon générale, dans toute cette conférence de presse, à aucun moment, les journalistes n'ont posé les vraies questions. Les vraies questions, c'est l'endettement de centaines, de plus de 600, 700 milliards d'euros à l'occasion du confinement et du Covid. M. Macron l'a évoqué au détour d'une phrase en disant qu'il y avait un problème de soutenabilité des finances publiques, qu'il avait endetté la France mais qu'il ne le regrettait pas, ça avait permis de se remettre d'aplomb. Bon, c'est un mensonge éhonté, c'est une honte. M. Macron devra être poursuivi pour avoir endetté les générations futures de centaines de milliards d'euros pour rien. Je rappelle à M. Macron que la Suède n'a pas fait de confinement, ne s'est absolument pas endettée, et que pourtant, eh bien, il y a eu moins de morts de Covid en Suède par million d'habitants qu'en France. M. Macron nous a encore sorti parmi les mensonges éhontés qu'il profère. Il a redit que s'il n'y avait pas eu l'Europe, nous n'aurions pas eu de vaccin. Alors déjà, le vaccin, les injections IRM Pfizer sont tellement remises en question que plus personne ne veut se faire vacciner. On ne cesse que de voir se développer les effets secondaires de plus en plus néfastes. Et personne n'a posé la question à Macron de ces effets secondaires. Mais M. Macron ne nous a pas expliqué pourquoi la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, avait bénéficié également des vaccins Pfizer. De même que la Norvège, que l'Islande, etc., etc. M. Macron ment. Il ment, c'est tout simplement. Le fait d'être dans l'Union européenne ne change rien au fait que des pays ont pu librement acheter des injections Pfizer. De toute façon, c'était vendu par M. Bourla, et que pour faire des profits extraordinaires. Alors, cet exercice s'est terminé par un dégagement sur les questions internationales. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a toute une série de sujets nationaux et internationaux qui ont été évacués. J'ai trouvé incroyable, par exemple, qu'aucun journaliste ne pose la question à Macron « Qu'est-ce que vous pensez de la situation des agriculteurs en France aujourd'hui ?» Puisque la France, comme l'Allemagne d'ailleurs, est en ébullition. Il suffit de se promener en France pour voir des milliers de villages français dont les plaques, quand on entre, les plaques d'entrée dans le village ont été retournées. On voit qu'il y a des manifestations de plus en plus violentes en France, notamment à Toulouse, aujourd'hui même, où il y a eu des centaines de tonnes de lisier qui ont été répandues dans la ville. On a mis les agriculteurs dans une situation d'exaspération. Je renvoie à la vidéo que j'ai sortie hier sur la question. La même chose se produit d'ailleurs en Allemagne et cette affaire va se dégrader de plus en plus. Il n'y a pas eu une seule question, alors même que le ministre, M. Fesneau, ministre de l'Agriculture, était présent dans les rangs des ministres. Le même ministre de l'Agriculture qui a expliqué qu'il n'allait pas défendre, par exemple, la filière avicole française parce qu'il ne fallait pas envoyer de signaux négatifs à Kiev. Mais ça n'est pas la seule chose qui n'a pas été traitée au cours de cette question. Enfin, c'est parmi les sujets de politique intérieure, celui-ci, quand même, n'a pas été traité. C'est un scandale. Ce qui a été traité, c'est les questions de sécurité, mais tout va très bien. Les questions de justice, tout va très bien. Les questions de niveau de vie, tout va très bien. Tout est en cours, tout va être fait, etc., etc. Les questions d'hôpitaux, tout va très bien. Il a expliqué qu'il avait créé des quantités de postes, alors que c'est le contraire, là aussi, de la réalité, puisque le nombre de lits ne cesse de diminuer sur les instructions de la Commission européenne. Et puis après, on est donc passé aux sujets internationaux. Et là, les sujets internationaux se sont en fait essentiellement limités à deux, la question d'Israël et la question de l'Ukraine. Sur la question d'Israël, personnellement, j'ai trouvé quand même que c'était assez scandaleux. Bien sûr que M. Macron est dans son rôle, en rappelant qu'il y a des otages qui sont détenus par le Hamas, parmi lesquels quelques-uns sont de nationalité française. Ils ont d'ailleurs en général la double nationalité, française et israélienne. Il est dans son rôle de le rappeler. Il est dans son rôle de rappeler que l'attentat du 7 octobre dernier, qui a été meurtrier, il est dans son rôle. Mais là où il n'est pas dans son rôle, c'est quand il taxe ça de terrorisme, sans rappeler que l'affaire entre Israël et le Hamas, la bande de Gaza, ne remonte pas au 7 octobre. Les problèmes entre Israël et le peuple palestinien commencent en 1948.
Donc faire croire que tout commence le 7 octobre, c'est quand même un mensonge, une révision de l'histoire, un révisionnisme historique fallacieux. Lorsqu'il explique que le Hamas est un mouvement terroriste qui viole le droit, etc., il a raison. Mais pourquoi ne rappelle-t-il pas, si l'on veut tenir la balance égale, pourquoi ne rappelle-t-il pas que l'État d'Israël ne cesse que de violer le droit international depuis des décennies ? Il a cité telle résolution récente du Conseil de sécurité, mais pourquoi n'a-t-il pas rappelé la 242 de 1967 qui fait obligation à l'État d'Israël de quitter les territoires occupés? Pourquoi n'a-t-il pas rappelé la résolution 338 de 1973? Pourquoi n'a-t-il pas rappelé le scandale que constituent les colonies qui sont créées par l'État hébreu, justement en Cisjordanie? On ne peut pas parler d'une situation explosive internationale en commençant de façon forfaitaire la date des problèmes à la date qui vous arrange. Donc M. Macron, certes, ensuite, a évoqué la question des morts à Gaza. Il a rappelé du bout des lèvres qu'il essayait d'obtenir un cessez-le-feu. Il aurait dû condamner expressément la politique de Netanyahou, en insistant sur le fait que la politique de Netanyahou doit être distinguée de celle de l'État d'Israël, puisqu'il y a une majorité de citoyens israéliens, y compris et surtout des citoyens israéliens juifs, puisqu'il y a des citoyens israéliens chrétiens ou musulmans. Il y a beaucoup de citoyens israéliens juifs qui ne sont pas d'accord avec Netanyahou, qui est un homme extrême droite, et qui pratique en fait un nettoyage ethnique qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, Israël a été traîné devant la Cour internationale de justice par un pays qui s'y connaît en matière d'apartheid, c'est l'Afrique du Sud. Le compte-rendu de cette opération à la Cour internationale de justice, qui est la plus haute institution internationale du monde dans le cadre des Nations Unies, il n'y a quasiment eu aucun compte-rendu en France, et il n'y a eu aucun journaliste qui a posé la question à M. Macron de savoir ce qu'il pensait du fait que Israël était traîné devant la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud et soutenu notamment aussi par la Namibie et par beaucoup de pays d'Afrique pour génocide. Ça aurait été intéressant de savoir ce qu'il pensait. Mais le plus beau, si j'ose dire, restait à venir, c'est que pour Macron, l'essentiel des menaces, c'est la Russie. Et il a fait comme pour l'affaire de Israël et Gaza, qu'il fait remonter au 7 octobre 2023, comme s'il ne s'était rien passé entre 1947-48 et le 7 octobre 2023. De la même façon qu'il est mensonger, c'est une révision de l'histoire, c'est une réécriture scandaleuse de l'histoire, que de faire croire que tous les problèmes ont commencé entre Israël et le Hamas le 7 octobre 2023, mais qu'en fait ça a commencé en 1947-48 jusqu'au 7 octobre 2023. Et d'ailleurs, aucun journaliste n'a posé la question à Macron qui explique pourquoi derrière la création du Hamas, il y avait eu justement Israël soi-même qui avait financé via le Qatar le Hamas pour essayer d'introduire une division parmi les Palestiniens. Ça aurait été intéressant de connaître sa réaction. Eh bien, de la même façon, Macron veut nous faire croire que le problème actuel, c'est la Russie qui maintiendrait. Eh bien, de la même façon, Macron veut nous faire croire que le problème actuel, c'est le problème de la Russie qui menacerait l'ensemble de l'Europe par une espèce d'appétit impérialiste et que tout ceci aurait commencé le 24 février 2022. C'est vraiment se moquer du monde. J'ai eu l'occasion de faire de nombreuses vidéos sur le sujet. Non, les problèmes entre la Russie et la Crimée et le Donbass et l'Ukraine remontent à plus d'un siècle avec la création de l'Ukraine, qui est un État factice, voulu par Staline, avec des populations qui se détestent. On ne peut pas comprendre le problème si l'on oublie que la Crimée a toujours été russe, n'a jamais appartenu à l'Ukraine jusqu'en 1954, quand Khrouchtchev, d'origine ukrainienne, avait transféré l'Ukraine de la Russie à la République socialiste soviétique d'Ukraine. On ne peut pas comprendre le problème si l'on oublie qu'au moment de la désintégration de la Russie,
l'Ukraine a conservé la Crimée avec le grand port militaire de la Russie, mais évidemment, ça nécessitait que les autorités de Kiev aient l'intelligence politique de se dire qu'elles ne pouvaient pas retirer ces facilités militaires à la Russie, puisque c'est le seul grand port militaire en eau chaude dont la Russie dispose dans l'Europe et au Moyen-Orient. Et donc il fallait avoir des compromis avec la Russie. On ne peut pas comprendre la situation si l'on oublie, évidemment, la révolution du Maïdan, révolution de couleur pilotée par l'État profond américain, en particulier par Madame Victoria Nuland, l'épouse de M. Kagan, qui sont des agents très actifs à l'intérieur du département d'État américain. Tout ça, M. Macron ne l'a pas dit. Et M. Macron, alors ça, honnêtement, ça m'a quand même un peu sidéré, c'est qu'il a redit, a priori, j'ai vu de façon métaphorique, qu'il avait un pistolet sur la tempe posé par l'oligarchie et posé par les Américains. M. Macron n'a pas s'est lancé dans un plaidoyer extraordinaire en expliquant qu'il allait envoyer dans les semaines qui viennent une centaine de bombes à l'Ukraine, des canons César, il allait envoyer de l'armement, il allait se rendre en février à Kiev pour signer un accord comme celui que le Premier ministre britannique Rishi Sunak a signé avec Zelensky il y a quelques jours et qui d'ailleurs ne contient en fait quasiment rien de nouveau par rapport à l'aide qui est actuellement octroyée par le Royaume-Uni. D'ailleurs, au passage, je note que M. Macron a parlé du Britannique en disant « avec nos alliés européens », alors que quelques minutes auparavant, il expliquait que le Brexit était un désastre, ce qui est absolument archi-faux. Voilà, Macron s'est lancé dans une espèce de plaidoyer de soutien à l'Ukraine que je trouve délirant. Parce que tous les experts savent que l'Ukraine est en train de perdre. Il y a des unités, des régiments entiers qui se rendent aux autorités russes. Les Américains ont décidé d'arrêter de verser de l'argent et des armements à l'Ukraine. Ça n'est pas ce qui s'est passé dans l'Iowa, le caucus de l'Iowa, qui a été la première des primaires républicaines qui se sont tenues hier aux États-Unis, où l'on a vu Donald Trump, contre l'ensemble de ses concurrents républicains, obtenir 52% des suffrages. On n'avait jamais vu une telle avance d'un candidat, ce qui donne à penser que Donald Trump va être plébiscité par une grande partie de l'électorat républicain pour être son candidat à l'élection présidentielle de 2024, ce qui d'ailleurs, soit dit en passant, laisse augurer que la Cour suprême américaine ne va pas empêcher Donald Trump d'être candidat. Parce que si la Cour suprême américaine disait qu'en effet, Donald Trump ne peut pas être candidat alors qu'il a une écrasante majorité des Américains républicains qui sont derrière lui, alors là, c'est direct la guerre civile. Donc je pense quand même que la Cour suprême, d'ailleurs dont la plupart des membres ont été sélectionnés par Trump lui-même, va sauver le soldat Trump. Je note d'ailleurs à ce propos que M. Macron, joint au plus fin avec un sourire entendu comme s'il était le maître de cérémonie alors qu'il n'est qu'un des larbins, expliquait qu'il s'entendrait très bien avec M. Trump comme avec Biden si Trump était réélu. Mais il n'y a pratiquement rien eu sur la Chine, ou en tout cas très très peu. Mais surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que sur ces questions internationales, il n'y a pas eu un mot, pas eu une question formulée par un journaliste sur le désastre diplomatique français dans le monde entier, à commencer par l'Afrique. Pas une question sur le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, la Centrafrique, le Tchad, le Mali. Pas une question sur nos difficultés relationnelles avec le Maroc, la Tunisie, et l'Algérie. Pas une question sur les problèmes rencontrés avec l'Afrique centrale, ce qui s'est passé au Gabon, avec le Congo. Pas une question non plus en dehors de l'Afrique sur nos relations difficiles avec le Brésil. Pas une question sur nos relations difficiles, alors là, la Russie n'en parlons pas, mais avec la Turquie, avec l'Iran, avec la Chine. Voilà. La diplomatie de Macron est un désastre et il n'y a pas eu un seul journaliste pour le lui faire remarquer. En conclusion, je vois qu'il y a quand même une inquiétude dans le regard de Macron quand il a parlé de l'Europe. Il a récité la propagande habituelle. Il a dit la France toute seule. C'est vraiment une propagande, c'est minable. Ça fait 30, 40 ans qu'on dit toujours la même histoire.
comme si la France sortant de l'Union européenne allait être toute seule, hein, comme si la Suisse était toute seule parce qu'elle n'est pas dans l'Union européenne, comme si la Norvège était toute seule, comme si le Royaume-Uni et l'Angleterre étaient toutes seules depuis qu'elle était sortie. Non, la France ne sera pas toute seule quand elle sera sortie de l'Union européenne. Et puis M. Macron a dit des choses complètement contradictoires, puisqu'il a dit que sa diplomatie veillait à ce qu'il n'y ait pas à être bien avec beaucoup de pays, avec les pays du Sud, etc. Mais c'est complètement contradictoire de dire ça avec notre appartenance à l'Union européenne. En fait, il y a quand même des traces de schizophrénie chez le personnage. Il a dit d'ailleurs une phrase extraordinaire, il a dit qu'il veut se battre pour une Europe forte pour lutter contre la logique des blocs. Je répète, hein, il faut quand même le faire. Il a dit il faut une Europe forte qui refuse la logique des blocs. Mais l'Europe, c'est justement la logique des blocs. C'est justement ça. Et nous, lorsqu'on dit qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne, c'est justement pour sortir de la logique des blocs. Voilà. En fait, celui qui débloque, c'est Macron dans cette histoire. Bon, voilà ce que je voulais vous dire sur cette conférence de presse. J'ai voulu regarder, je m'y suis astreint, je vous ai fait un compte-rendu assez exhaustif, je pense, de ce que l'on peut en retirer. Ce que l'on peut en retirer, c'est en fait quelqu'un qui vit sur un monde, dans un monde hallucinatoire. On a l'impression qu'il pense vraiment qu'il est un grand chef d'État. On a l'impression à l'écouter que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, que tout se passe très très bien, alors que tout s'effondre. L'industrie s'effondre, l'agriculture s'effondre, notre endettement est de plus de 3 000 milliards d'euros. On est obligé d'emprunter sur les marchés financiers 285 milliards d'euros. On a un pays dont le système scolaire s'effondre. On a un pays dont le niveau de QI même, le quotient intellectuel des Français descend, dégringole. On a un pays dont la recherche s'effondre. On a un pays dont l'attractivité s'effondre. On a un pays qui est brocardé de façon mondiale. Et pour M. Macron, tout va très bien. Madame la Marquise, voilà la situation. En fait, M. Macron est complètement coupé des réalités. La seule vraie réponse à apporter à tout ça, vous la connaissez, hein, c'est le 9 juin prochain. Le 9 juin prochain, il faut qu'on se mobilise tous, non pas pour voter pour les faux opposants que M. Macron, il en a fait des tonnes sur le Rassemblement national. Vous voyez que c'est vraiment un accord de l'oligarchie. Hein. C'est très très important. M. Macron a dit que son opposant fondamental, c'était Bardella et c'était Mme Le Pen. Alors même que Mme Le Pen et Bardella disent exactement la même chose que lui, sur tous les sujets, y compris par exemple sur la Russie. Sur la Russie et sur l'Ukraine, il n'y a qu'une seule liste qui sera présente aux élections européennes et qui s'engage devant les Français à dire que si nous avons des députés européens, eh bien, parmi les premières choses que nous demanderons, on demandera le lancement de poursuites judiciaires contre Mme von der Leyen sur les injections par Pfizer et les 41 milliards d'euros. Des poursuites judiciaires contre Thierry Breton, également le commissaire européen qui est en train de vouloir imposer un Digital Security Act et imposer une censure contre les réseaux sociaux. Et nous sommes également la liste qui demandera et qui votera pour l'arrêt immédiat des versements de dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine et de l'armement. Je rappelle que monsieur la liste de Bardella ne s'y est pas opposé lors du dernier vote. Il a fait tout simplement une abstention. Donc, si M. Macron et si les journalistes ont insisté à ce point sur le RN, c'est parce qu'ils veulent que les Français croient que le RN est un opposant. Voilà. S'ils avaient vraiment peur du RN, eh bien, ils parleraient d'autres opposants, et notamment de nous, pour justement montrer aux Français qu'il y a d'autres possibilités. En fait, ils nous cachent, parce qu'ils ont peur, qu'un large mouvement Frexit se développe à l'occasion de ces élections européennes. C'est d'ailleurs l'aveu qu'a fait aujourd'hui même M. Thierry Breton, le commissaire européen, qui a dit qu'il avait très peur que les élections européennes voient la montée en puissance de mouvements à travers tous les pays d'Europe qui soient non seulement souverainistes, mais même de partis qui veuillent quitter l'Union européenne. Voilà, c'est la bonne, je pense, conclusion à tirer de cette conférence de presse. Haut les cœurs, nous devons nous battre pour tout faire pour envoyer des députés UPR au Parlement européen le 9 juin prochain.
Imaginez la tête. Imaginez la tête de Macron. Imaginez la tête de Gilles Boulot, la tête de Pujadas, la tête de Laurence Ferrari, la tête de Benjamin Duhamel, d'Alain Duhamel, d'Olivier Duhamel, de Tantine Duhamel, Tonton Duhamel et du petit chien Duhamel. Imaginez leur tête si le 9 juin prochain, la réponse à cette conférence de presse, c'est qu'il y a 6, 7, 8 députés de l'UPR entrant au Parlement européen. Vive la République, à bas l'Union européenne et surtout vive la France.